Sébastien Dolesini, 49 ans depuis le 4 décembre. Alors, dans vos vies antérieures, vous avez été directeur général adjoint à Grigny. Vous avez été aussi directeur de cabinet dans l'Essonne. Vous avez été le directeur de la campagne de Stéphane Nomis pour la présidence de la fédération. Vous êtes aujourd'hui directeur général de cette fédération. Si je paraphrase le publiciste Jacques Séguéla, si vous n'avez pas été directeur avant 50 ans, vous avez raté votre vie. Alors je crois qu'il parlait d'une Rolex, mais donc vous noterez que je n'ai pas de montre. C'est peut-être aussi pour ça que je suis parfois en retard. Effectivement, j'ai occupé ces différentes fonctions au cours de ma carrière professionnelle et aujourd'hui je suis en place à la fédération depuis 1 an puisque les élections avaient eu lieu le 23 novembre 2020 et aujourd'hui nous venons de passer cette date anniversaire et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui pour évoquer tout ça. Alors c'est effectivement ce pourquoi on vient vous interroger. Vous avez vu en avril, c'était encore une phase d'installation. Maintenant, on est au 1 an, c'est une date importante, 1 an. Qu'est-ce que vous avez lancé? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors, lancer beaucoup de choses. On a déjà pris le temps d'analyser un peu le fonctionnement de cette grosse administration qui est la Fédération française de judo, de cette grosse institution qui est la Fédération française de judo. Dans un contexte très particulier, je crois que la Fédération française de judo n'a jamais été confrontée à une telle situation. La première des choses qu'on a eu à prendre en charge, c'est la sécurisation du budget et passer d'un budget qui était à hauteur de 31 millions d'euros à un budget de 23 millions d'euros. En conséquence d'une perte de licence très importante, on est passé, c'est simple, de 515 000 licences en 2020 à 315 000 licences à notre arrivée, c'est-à-dire 200 000 licences en moins. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, on a fini la saison, 315 000 c'était fin novembre, début décembre. On a fini la saison autour de 371 000 licences suite au plan de relance qu'on a engagé, qui a été une belle réussite puisque un certain nombre de clubs se sont engagés dans ce plan de relance et ont pu être soutenus par la fédération CESOTD et relancer le judo sur le territoire, remobiliser les pratiquants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 405 000 licences, donc on est reparti. On ne sera pas sur les chiffres d'avant Covid tout de suite, mais je pense que ça va. Aujourd'hui, on est encore dans une période un peu instable. Il faut aussi redonner confiance. Il faut aussi remobiliser les acteurs sur nos territoires et les pratiquants pour revenir dans nos clubs, dans nos dojos. Alors, juste une question pratique justement sur les licences. Vous avez choisi de changer le modèle de prise de licence. Vous avez demandé au club d'obtenir, d'avoir un accès direct aux pratiquants. Alors rassurez-nous, est-ce que c'est pas pour avoir un lien direct aux pratiquants? Ils sont passés par le club, j'imagine que c'est pas votre idée. Non. Notre idée, c'est d'avoir connaissance de nos pratiquants, aujourd'hui, chose qu'on n'avait pas. Il faut savoir que quand on est arrivé ici, on avait une base de données autour de 100 000 personnes. Et pour certains, elle était plus d'actualité, parce que c'était des gens qui avaient pris leur licence il y a très longtemps. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu, à travers ce lien avec les pratiquants, c'est finalement de pouvoir communiquer, informer régulièrement par le biais des clubs, mais aussi directement auprès des pratiquants pour les mobiliser sur nos événements, pour les mobiliser sur les projets. Mais par contre, en aucun cas, le but c'est de travailler directement avec les pratiquants, puisque aujourd'hui on ne fait pas de judo sans club, on ne fait pas de judo sans professeur. C'est la particularité et la force de notre discipline, hein, si on est aussi présent sur le territoire, si on a une aussi belle image, c'est parce qu'on a des clubs qui fonctionnent et des professeurs qui travaillent bien. Et on sait que c'est nos deux piliers. D'ailleurs, une des actions qu'on est en train de développer, c'est les 1000 dojos, parce qu'on sait que partout il y aura des clubs et des professeurs, partout le judo rayonnera. Et vraiment notre ambition, c'est de renforcer ces acteurs que sont les professeurs et les clubs, qui sont les piliers du développement du judo sur le territoire français. Alors justement, vous lancez beaucoup d'actions. J'imagine que parfois vous n'êtes pas bien compris, il y a un peu de méfiance autour de, même peut-être des 1000 dojos. Vous allez nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit, sur ces petites modifications administratives, etc. Est-ce que vous sentez qu'il faut rassurer les clubs, et donc est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le redites?
Alors, à partir du moment où on essaie de faire évoluer la culture de fonctionnement d'une institution, on crée forcément de l'anxiété et des incertitudes. Donc nous, on a le devoir d'informer. Il faut savoir qu'on a une équipe dirigeante hyper active. Effectivement, beaucoup de choses ont été mises en place pendant cette année, hein. Grosso modo, la feuille de route pour laquelle on a été élu, c'est à peu près un peu plus d'une centaine d'actions qui sont intégrées à 16 chantiers à mener tout au long de l'Olympiade. Aujourd'hui, sur cette centaine d'actions, ces 16 chantiers, on peut dire qu'il y a à peu près 50% des actions qui ont été réalisées la première année. Alors ça allait de choses un peu techno, un peu administratives, comme la sécurisation du budget, comme la professionnalisation des salariés de la fédération, mais pas que. C'est aussi des projets de développement sur le territoire, c'est aussi des actions pour aider, accompagner, pour valoriser, c'est aussi... Et tout ça, ça prend du temps à conceptualiser, ça prend du temps à présenter. Et aussi, ça prend du temps parfois pour convaincre, parce que pour mobiliser, pour réussir, il faut mobiliser. Et aujourd'hui, on est sur certains projets, on n'a pas forcément été tout le temps bon sur l'information, parce que tout ça, ça prend du temps et qu'on est dans un espace de temps très contraint. 12 mois, ça va très très vite. Moi, je peux vous assurer qu'on ne les a pas vus passer. Et ce sur quoi on doit être vigilant, c'est effectivement de bien informer, de bien sensibiliser, afin de bien mobiliser. C'est toujours dur de changer une culture. Alors on va revenir un peu dans le détail sur certains des plus grands projets que vous menez avec la fédération. On revient un petit peu sur le budget, puisque c'est important. Donc on a vu un peu les licences. Il y avait le problème de Villebon, mais aussi de l'INGI, où vous aviez dénoncé une gestion douteuse, un montage douteux. Donc je voulais savoir où est-ce que ça en est. La vente de Villebon et éventuellement d'autres sources de financement que vous alliez Alors, sur Villebon, on a engagé une consultation pour vendre Villebon. Il a été décidé en Assemblée Générale que l'Assemblée Générale nous autorisait à engager la vente de Villebon. Donc on a eu une dizaine de réponses de grands opérateurs en capacité d'acheter Villebon. On a réduit à 5 puisque un certain nombre d'offres ne correspondaient pas à ce qu'on attendait, ni à ce qu'attendait le territoire et la ville, la collectivité de Villebon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir vendre Villebon, il faut aussi que le territoire soit d'accord et puisse faire évoluer le plan local d'urbanisme. Donc là-dessus, on est arrivé à réduire à 5 opérateurs avec une commission composée d'élus du conseil d'administration qui ont qui ont hiérarchisé ces opérateurs. La seconde étape maintenant, ça va être de présenter ça à l'Assemblée Générale, à la prochaine Assemblée Générale, avec les éléments aussi qu'on aura été recueillir suite à des réunions de travail avec les acteurs territoriaux que sont la collectivité locale de Villebon, que sont le comité d'agglomération de Paris-Saclay et la sous-préfecture de Palaiseau, puisqu'on doit aussi travailler avec ces interlocuteurs pour pouvoir avoir la possibilité de vendre Villebon. Donc je pense que tout ça, ça sera finalisé lors de la prochaine Assemblée Générale et qu'ensuite la vente effective se fera à l'horizon 2023-2024, une fois que toutes les études préalables nécessaires à la vente d'un tel foncier seront réalisées. Mais c'est plutôt bien parti. On a des offres qui sont très intéressantes, donc je tairai le prix puisque c'est encore confidentiel, mais très intéressantes. Donc ça, c'est un chantier, je dirais, qui est bien abouti et qui devrait être finalisé courant 2022, courant 2023. De nouveaux financements éventuellement pour la fédération ou en tout cas la consolidation? Alors peut-être rebondir sur l'Institut national du judo avec l'ouverture du dojo de Paris, une école de formation qui est une véritable réussite dès la première année puisque c'est 85 candidats qui suivent les formations
mise en place par la Fédération française de judo. Ça va du CQP en passant par le BPGEPS et jusqu'au DGEPS. Pour l'instant, c'est concentré sur des formations qui mènent à l'enseignement du judo. Donc 85 candidats, des recettes évidentes liées à la formation qui permettent d'avoir un outil plus que rentable, bénéficiaire. C'est une nouveauté sur les outils mis en place à la fédération. On est à 85, l'ambition c'est d'être à 160 candidats apprentis dès la rentrée de septembre 2022, avec des nouveaux diplômes complémentaires aux formations d'enseignants de judo. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça fonctionne bien. Ensuite, nouvelle recette, le sponsoring. On a engagé un gros travail, qui a pris du temps parce qu'il a fallu poser les fondamentaux. Aujourd'hui, c'est aussi avoir des choses à proposer au-delà des équipes de France à des partenaires potentiels. Donc c'est la création de l'itinéraire des champions, c'est la création du programme 1000 Dojo, c'est la mise en valeur, en lumière de nos valeurs, et en complémentarité de la mise en valeur de nos champions. Ça, aujourd'hui, ça nous a permis, dès le 1er janvier 2022, de re-signer un gros partenaire, mais de doubler le sponsoring. On passe, ça, je peux l'annoncer, puisque de quasiment 400 000 € avec le Crédit Agricole à un volume autour de 1 million d'euros, progressive à l'échelle de l'Olympiade. Ce qui est aujourd'hui, c'est notre premier grand partenaire. Et puis avec tous ces assets qu'on a construits, qui sont aussi utiles à notre projet fédéral et à notre communauté qu'à des partenaires éventuels, parce qu'en termes d'image, c'est aussi ce qu'on vend. On est capable d'améliorer l'image de nos partenaires. Ce sera l'objectif de 2022, de convaincre d'autres grands partenaires comme on a pu le faire cette année avec le Crédit Agricole, et aussi un nouveau partenaire équipementier que sera Adidas. Est-ce que vous êtes rassuré sur la question de l'argent, pour dire les choses clairement, ou est-ce qu'il y a encore un risque systémique pour la fédération par rapport aux enjeux Covid et aux pertes de licence? On finit l'année avec un résultat positif. Ça, c'est ce qui n'était pas gagné au départ. C'est lié au travail des équipes, c'est lié au travail, entre autres, de l'élu en charge, Nasser Néchar, des finances. C'est lié à la dynamique engagée, une dynamique qui est centrée sur la proactivité. On n'attend pas d'eux, on va chercher et on crée les opportunités. Donc on finira l'année comme il faut, ce qui est une bonne nouvelle. Il faut savoir que quand on est arrivé en novembre, on risquait des problèmes de trésorerie dès le mois de mars. C'est-à-dire qu'on aurait pu être dans l'incapacité de payer les salaires dès le mois de mars. Donc aujourd'hui, on finit plutôt bien l'année. Risque systémique, on n'est pas à l'abri d'une crise sanitaire qui continue durablement et qui fait qu'on soit peut-être un jour amené à fermer les dojos. On l'a vécu une fois, on n'est pas à l'abri de le revivre un jour. Si ça devait arriver, on pourrait être en difficulté tout simplement parce qu'aujourd'hui on a très peu de fonds associatifs. Cette crise nous a fait du mal. Donc du coup, il va falloir qu'on reconstruise nos fonds associatifs. C'est notre épargne qui nous permet, en cas de crise systémique, de pouvoir aussi... C'est le cas aussi des clubs. Des clubs, c'était le cas d'un certain nombre d'entreprises en France. Tous ceux qui avaient un peu les reins solides ont pu passer la crise facilement. Et d'ailleurs, en parlant des clubs, souvent les clubs qui n'ont pas réouvert, c'est ceux justement qui étaient déjà dans une situation un peu compliquée. Donc il ne faudrait pas que ça revienne tout de suite. En tout cas, au jour J, on va dire que ça va. Que demain, en 2022, on est plutôt sur des perspectives qui sont assez sécurisantes, mais néanmoins, il ne faut pas ni se reposer sur ses lauriers, penser que c'est fini et que c'est derrière nous, et s'assurer d'un meilleur avenir, et puis d'avoir, en cas de nouvelle crise, les reins un peu plus solides que ce qui était aujourd'hui. Alors, passons à la dimension peut-être proactive, positive de ce pourquoi vous êtes élu. C'est pour des projets nouveaux, pour dynamiser la fédération. Malgré la crise, vous êtes lancé dans beaucoup d'actions. Parlez-nous des 1000 dojos. Tout le monde a entendu ce mot-là. Personne ne sait encore peut-être très bien de quoi il est question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Les 1000 dojos, c'est un programme de développement dans les quartiers prioritaires ou dans les zones rurales carencées,
dans des endroits où on n'est pas. Il faut aujourd'hui savoir que sur 500 000 licenciés sur une année normale, 6 000 seulement pratiquants sont issus de ces quartiers prioritaires ou ces zones rurales carencées. Donc là, on a la volonté d'aller vers ce public, on a la volonté d'attirer ce public dans nos quartiers. Ça, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Donc comment on va s'y prendre? On sait aujourd'hui que par exemple certains locaux, espaces dans les quartiers prioritaires sont disponibles et pas utilisés. Là, souvent, c'est des locaux qui appartiennent aux bailleurs sociaux, qui sont propriétaires des immeubles. Donc, on en a rencontré certains sur Nanterre avec Hauts-de-Seine Habitat, sur Clichy avec Batigère, et on a travaillé, on leur a fait notre proposition de récupérer leurs locaux, de les réhabiliter en dojo. Par exemple, sur Nanterre, c'était des bureaux. Sur Clichy, et je vous parle des 2 premiers qui vont ouvrir, c'était un centre commercial. Grâce à notre partenariat avec la fondation Eiffage, qui a pris en charge la réhabilitation, on en a fait des dojos. Vous avez pu être présent sur l'inauguration de Nanterre, un petit dojo, 100 mètres carrés, dont la fédération a l'utilisation permanente suite à une mise à disposition, et de 9 h à 22 h chaque jour, 7 jours sur 7, et avec la volonté de mettre en place des animations pour tous les publics habitants de ces quartiers prioritaires. Les enfants, les scolaires, les jeunes, les mamans, les familles, les habitants, avec nos disciplines associées. Hein. Ça peut être du judo qu'on propose, ça peut être du taïso, ça peut être du jiu-jitsu, ça peut être un certain nombre d'activités qui vont permettre d'animer le territoire, souvent des territoires difficiles, hein, où on n'accède pas au sport comme ça, on n'accède pas forcément à une pratique sportive structurée, encadrée, avec nos enseignants. Et donc nous, c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose aux bailleurs, de récupérer leurs locaux, de les réhabiliter et de faire de l'animation socio-sportive. C'est ce qu'on propose aux collectivités, et du coup, c'est ce qu'on a proposé à l'État. C'est ce qu'aujourd'hui, on mobilise aussi nos OTD, nos clubs sur le projet, pour qu'il y ait des territoires, les départements, les régions qui soient aussi à nos côtés pour développer ce projet à l'échelle du territoire. Il faut savoir que 1000 dojos en 3 ans, c'est très 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 ambitieux. Le dernier programme… C'est pratiquement un dojo par jour. Hier, ça faisait ça. On a 1000 jours, on a 1000 jours de la fin de l'Olympiade, et donc ça faisait un dojo par jour. Donc on est parti, on est en train de se staffer là-dessus. On est en train de construire des conventions avec l'Agence nationale du sport qui nous aide beaucoup, avec le ministère du sport, avec le ministère du logement, avec l'Union sociale de l'habitat, avec le ministère de la ville, avec des partenaires privés qu'on est en train de solliciter aussi pour qu'ils soient partie prenante de ce beau projet qui devrait permettre de participer à l'écriture de l'héritage. On parle souvent de l'héritage de Paris 2024. Très peu savent ce que ça veut dire. Nous, aujourd'hui, on essaye de le rendre concret. C'est amener des dizaines de milliers d'habitants éloignés de la pratique du judo ou du sport, tout simplement, à pratiquer une activité sportive dans un cadre républicain, dans un cadre éducatif et dans un cadre où on crée du lien social et de l'animation de territoire. Mais quel était votre constat? Parce que s'il n'y a pas de dojo, c'est peut-être parce qu'il y avait une forme d'impossibilité, peut-être à un moment. Il faut savoir que construire un dojo, il y a des dojos en France. Construire un dojo, aujourd'hui, si on avait dû construire 1000 dojos, ça aurait été impossible. Le temps de trouver les financements, le temps que tout le monde soit d'accord, le temps de trouver un club, le temps qu'il y ait une réelle demande sur le territoire, ça aurait été impossible. Aujourd'hui, notre modèle un peu agile et alternatif permet d'aller vite et d'aller là où on n'est pas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ça. C'est s'il n'y a pas de dojo, c'était parfois des problèmes de foncier, c'était parfois des problèmes de moyens, c'était parfois des problèmes de volonté, c'était parfois les trois. Et ben nous, en fait, on a essayé de résoudre ces 3 problèmes en proposant des équipements disponibles, en les réhabilitant, en proposant un projet de territoire qui sort du cadre de la pratique associative lambda, où je fais mes cours de judo de 17 h à 19 h et ensuite je passe à autre chose. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs, hein. Beaucoup de clubs fonctionnent un peu autrement. Là, on propose à des clubs qui seront volontaires d'être quasi propriétaires de leurs locaux et du coup, pour les plus ambitieux et volontaires, de développer un projet avec des moyens de le développer. C'est la question que j'allais poser. 1000 dojos de plus sur le territoire, dans le tissu actuel des dojos français.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a peut-être un risque de bousculer justement les équilibres? Est-ce que vous ne faites pas paradoxalement concurrence aux clubs régionaux? Comment vous avez Alors, dépassé ce problème? déjà, il faut savoir que il y a un constat qui est structurel, c'est que depuis plus de 10 ans, on perd des clubs. On était presque 6 000 il y a quelques années, on est aujourd'hui 5 000 en sortie de crise, on a quand même perdu plus de 200 clubs durant la crise. Donc, s'il n'y a pas de club, il n'y a pas de judo. S'il n'y a pas de club, il n'y a pas d'emploi pour les profs de judo. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, un élément de contexte qui est important, 6 000 pratiquants viennent des quartiers prioritaires sur 500 000. Donc ça veut dire qu'on a quand même une marge et un taux, avant d'être en concurrence avec qui que ce soit, à réduire. Donc la troisième chose, c'est qu'on s'attache à travailler avec les clubs locaux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on ne pose pas un club en concurrence sur un club local. La première des démarches, c'est de savoir si le club souhaite être partenaire du projet. Parce que finalement, on leur met à disposition des locaux de manière permanente. Toi, Emmanuel, qui est prof de judo, qui est dans la vie associative, je ne suis pas sûr que tu sois propriétaire de tes locaux toute la journée. Et ça va générer une dynamique. Les clubs les plus volontaires et les plus ambitieux vont s'engouffrer dans cette possibilité qui leur est offerte. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'avoir des dojos à disposition permanente. Après, à eux de travailler avec les scolaires, à eux de travailler avec les services municipaux, à eux de faire connaître le judo, parce qu'on ne peut pas tout faire à leur place non plus. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'ailleurs de demandes qui ne viennent même pas ni des bailleurs ni des collectivités, mais des clubs. Des clubs qui souvent sont contraints dans leur développement, dans les peu de créneaux que leur mettent à disposition les collectivités, qui font aussi ce qu'elles peuvent, mais des créneaux qu'ils doivent partager avec d'autres disciplines, le karaté, le taekwondo, enfin voilà, un certain nombre de disciplines entre guillemets concurrentes. Aujourd'hui, on leur offre la possibilité d'être les propriétaires de locaux et surtout d'avoir cette possibilité, s'ils le souhaitent, de développer. Il y a des territoires où ça ne sera pas le cas. Il y a des clubs qui ne voudront pas le faire. Et ben dans ce cas-là, de manière alternative, on proposera un autre chemin et on proposera à terme la création de clubs. Plus on a de clubs, plus on a de profs, plus on a de pratiquants. Alors, vous avez donc, on a compris un petit peu mieux, je crois, quel est ce projet des 1000 dojos. Gros projet, qui va engager les 3 prochaines années, évidemment. Qu'est-ce qui a aussi avancé de votre point de vue de directeur général? Vous avez parlé de 16 actions majeures. Qu'est-ce qui est engagé de votre côté? En termes d'action sur l'ensemble des chantiers. Alors, on a parlé du budget, on a aussi beaucoup œuvré sur la lutte contre les violences. Il faut savoir qu'on a signé des partenariats nationaux avec les Papillons, avec Colosse au pied d'argile. On a mis en place des référents sur chaque territoire, des référents violence. On a créé une commission violence. Un gros travail engagé sur le sujet, mené par la secrétaire générale Magali Bâton. Donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est structurel, donc ça prend du temps, c'est en train de bien s'engager, mais ça a été un de nos chantiers prioritaires. Ensuite, on a aussi modernisé et démocratisé la gouvernance, qui était un souhait fort de nos électeurs. Donc, on travaille beaucoup avec les territoires en direct. On a mis en place des conférences des présidents et des délégués nationaux chaque mois pour discuter avec eux, les informer de l'avancée des choses. C'est aussi des assises régionales qui sont organisées pour préparer l'Assemblée générale. Donc voilà, un certain nombre de choses. C'est aussi le passage dans l'Assemblée générale de la parité au comité directeur. C'est le principe de 2 mandats maximum pour le président de la fédération et les présidents et présidentes de ligue. Voilà, un certain nombre de choses qui font que on a essayé de simplifier les relations avec les territoires, on a essayé d'accentuer la communication et l'information avec ces territoires et le travail. Et puis ensuite, sur d'autres secteurs, on a parlé de l'Institut du judo, on a parlé aussi de la formation, mais il y a aussi d'autres secteurs. On a organisé le premier grand chelem en octobre 2021 de l'Olympiade.
qui n'a pas été une réussite en termes d'engouement, parce qu'on l'a organisé en pleine sortie de crise sanitaire, en pleine rentrée, avec un plateau sportif un peu moins dense que les autres années, puisqu'on était post-olympique. Mais néanmoins, on a voulu en faire une expérience. Donc on travaille avec des partenaires pour que ça ne soit pas qu'une compétition sportive, mais aussi un événement où on peut vivre un peu de l'intérieur le déroulement du tournoi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à accentuer. On a aussi lancé le plan de relance, c'est un peu une première, c'est quand même 1 900 000 euros qui sont venus soutenir les clubs pour relancer l'activité. On a lancé un formidable projet qui s'appelle l'itinéraire des champions. Donc on a 6 dates, il y aura 6 dates jusqu'au 31 décembre 2021, et il y en aura une dizaine d'autres sur 2022, avec la volonté de faire rayonner nos équipes de France d'hier et d'aujourd'hui sur tous les territoires français, sur tous les départements. Donc on est allé dans l'Essonne, on est allé dans la Somme, on va dans les Bouches-du-Rhône prochainement, on est allé aussi dans le Haut-Rhin, et j'espère que j'ai dû en oublier, mais j'espère qu'ils m'en excuseront. Mais en tout cas, c'est la volonté de faire rayonner le judo partout sur les territoires, d'accompagner les OTD, les ligues, les clubs, pour les aider dans cette démarche. Et puis, voilà, un certain nombre d'actions. Il nous en reste d'autres, bien évidemment. Mais voilà, en 12 mois, 1000 dojos, itinéraire champion, sécurisation du budget, modernisation de la gouvernance, professionnalisation de certains postes à la fédération. La communication, par exemple, c'était un vaste chantier. On a professionnalisé la communication, ce qui permet d'avoir de manière régulière, récurrente, une qualité en termes d'information, en termes d'image, en termes de valorisation de notre réussite sportive, mais aussi de nos valeurs ou des beaux projets qui sont portés à l'échelle de nos territoires. C'est tout ça qu'on a engagé avec un quotidien parfois qui est contraint parce qu'on aimerait aller plus vite, on aimerait faire mieux, mais on doit aussi gérer le quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure du travail fait sur les violences. On doit évidemment aborder ce sujet puisque nous sommes en pleine crise du judo dans la société. On doit appeler l'affaire Margot Pino, Alain Schmitt, puisque ça fait le tour des réseaux sociaux. Comment vous réagissez sur un plan personnel et aussi dans votre statut de directeur général? Vous n'êtes pas le président de la fédération, mais peut-être même qu'en termes d'impact sur les équipes, il y a un enjeu. Comment vous envisagez la suite de cette histoire? Alors, tout d'abord, en tant que directeur général, au nom de l'institution, la première chose qu'on a fait par l'intermédiaire du président, de Stéphane Nomy, c'est d'accompagner Margot Pino, tout simplement. Dès le dimanche, Stéphane l'a reçu ici, dans cette salle, pour savoir comment l'aider. Donc ça a été déjà de l'écouter, ça a été ensuite de l'accompagner tout au long de la procédure qui a été ensuite engagée. Magali Baton a passé sa journée avec elle au tribunal, on l'a aidé à trouver un avocat. On s'assure aussi de l'accompagner sur le plan psychologique parce qu'aujourd'hui on a affaire à une personne très traumatisée qui a vécu un moment dramatique. Donc ça, c'est la position de la fédération, être au plus près de son athlète, au plus près d'une femme qui a été victime de violences, au plus près d'une femme qui aujourd'hui est engagée dans un combat difficile sur le plan psychologique. En tant que personne, donc c'était notre devoir d'être là, d'être présent, et on le sera encore le temps que ça durera. Après, sur un plan personnel, même si je ne suis ni avocat, ni procureur, ni juge d'instruction, il est inacceptable que Margot se retrouve dans une telle situation et vécu une telle situation, quelles qu'en soient les raisons. Aujourd'hui, la force, elle n'était pas du côté de Margot. Je suis moi-même judoka, je fais 100 kilos. Je pense que si une femme comme Margot je venais à être en conflit avec et pour X raisons s'en prenait à moi, j'aurais le devoir d'éviter cette situation et de faire tout ce qu'il faut pour ne pas en arriver à de tels actes. Ça n'a pas été fait. C'est les faits voilà, après, qui a tort, qui a raison, je ne suis pas, encore une fois, ni juge, ni procureur, ni avocat. Ça n'a pas été fait. Pour l'avoir vu, elle est très, très abîmée. C'est tout simplement inacceptable. Ça, c'est ma position personnelle.
Jamais on aurait dû arriver à une telle situation. Sur l'impact que vous pressentez que cette histoire puisse avoir sur le judo français, sur les équipes, peut-être même sur son élan sportif, en tant que directeur général, est-ce que c'est un enjeu pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un enjeu, évidemment, on est victime d'une situation qui est dramatique pour l'image du judo, mais c'est surtout pour Margot Pinault. Aujourd'hui, c'est elle qui souffre de tout ça. J'espère simplement, c'est pas une question d'enjeu, mais j'espère simplement qu'elle arrivera à dépasser cette situation et à se relever et à se reconstruire en laissant ça derrière elle. Donc ça prendra du temps. Après, je ne suis pas dans sa tête, je suis ni procureur ni psychologue, mais on sera là pour l'aider. Alors, 1 an, il en reste 3 avant les élections. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire finalement? Énormément de choses. Énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'outils. La digitalisation des outils mis à disposition des clubs, des comités, de ça, elle doit être améliorée. Être une fédération moderne, c'est aussi être en phase avec les supports numériques, avec les outils numériques, avec tout ça. Donc ça, là-dessus, on a manqué de moyens. C'est coûteux, on n'avait pas les moyens, on n'a pas fait le choix de s'investir. Donc dès qu'on aura les moyens, c'est des choses qu'on engagera. Aujourd'hui, on est sur un modèle sportif assez ancien, qui a été innovant à une époque, il est beaucoup moins. Aujourd'hui, on a toute une tranche de la population pour laquelle on n'apporte pas forcément d'animation ou d'offres, où on propose des compétitions ou des animations qui ne sont pas adaptées. Donc ça, on doit avoir un travail de... Quelle tranche de population? Par exemple, vous prenez une population loisir, l'engager sur des championnats départementaux, interrégionaux, c'est un peu compliqué, c'est pas ce qu'ils attendent. Les faire passer toute une journée dans une compétition, c'est pas ce qu'ils attendent non plus. On a des profs qui sont fatigués aussi avec les grandes régions. Quand vous devez aller à 400 km pour faire les régions ou les interrégions avec 3 minimes et que le lendemain vous recommencez avec 3 cadets et que ces 3 cadets ils font un tour chacun mais qui sont repêchés, vous passez une journée en compétition. Pour tout ça, il faut qu'on réfléchisse et qu'on ait une offre alternative. On sent que c'est du vécu. On voit que Lenton fait ça au club. Alors, c'est du vécu, parce qu'effectivement, en tant qu'ancien entraîneur, ancien président de club, je l'ai vécu, mais en Ile-de-France, on est encore... c'est différent. Aller en Nouvelle-Aquitaine et habiter dans le nord des Deux-Sèvres et aller faire tous les week-ends des compètes à Lormont, je pense que ça sera autre chose. Auras, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la même chose. Bourgogne-Franche-Comté, c'est la même chose. Nous, en Ile-de-France, on est un peu privilégiés parce que le week-end, les déplacements sont plus courts et souvent, comme il n'y a pas trop d'embouteillage. Mais Bretigny, c'est loin. Moi, j'habite à Bretigny, donc évidemment, c'est assez simple. Mais non, ça peut être loin. Mais tu vois, aujourd'hui, ça, il faut qu'on en tienne compte. La restructuration des territoires, l'offre qu'on propose à nos pratiquants, elle doit être diversifiée. Je ne dis pas que ce qui est proposé à l'heure actuelle, c'est bien ou pas bien. Il y a des choses qui sont très bien, il faut les préserver, il faut les maintenir. Il y a tout un circuit de compétition pour des gens passionnés qui ont le projet d'aller loin, qu'il faut préserver. Néanmoins, il faut penser aussi aux autres. Ce qui permettra d'accentuer la fidélisation, ce qui permettra aussi de dynamiser les territoires, ce qui permettra aussi... Aujourd'hui, un club... c'est pas que de la pratique sportive. Si on veut faire du sport, il y a le secteur marchand qui est là. C'est des salles ouvertes 6h à 23h, 7 jours sur 7. On paye 30 à 40 euros par mois, on fait son truc. On voit personne, on a ses écouteurs. Le club, c'est pas ça. Le club, c'est de la convivialité. Le club, c'est des profs qui transmettent leur passion. Le club, c'est une vie associative. Tout ça, il faut qu'on le renforce. Il faut qu'on le préserve, mais il faut qu'aussi, nous, fédération, on soit aussi source d'expérimentation, source de propositions, et qu'avec nos comités, nos ligues, on soit capable d'adapter des offres aussi au territoire. On ne proposera pas la même chose dans la Nièvre que peut-être en Val-de-Marne. Voilà. Et donc, il faut qu'on travaille avec les territoires là-dessus. D'ailleurs, on a engagé une logique de projet de territoire, c'est-à-dire que là, les directeurs techniques régionaux sur chaque ligue ont pour mission de travailler avec les acteurs pour construire un projet de territoire
en phase avec les besoins du territoire. Alors pour certains, ça va être la mise en place d'animations pour les plus petits. Pour d'autres, ça va être la mise en place de compétitions un peu différentes où on est plus sur la convivialité que sur le résultat. Pour d'autres, ça va être la formation des professeurs. Mais voilà, il faut être capable de décentraliser un peu le modèle de développement, l'adapter au projet de territoire et surtout avoir des choses à proposer. Donc ça, là-dessus, c'est des chantiers sur lesquels on est engagé, où ça prend du temps, on ne peut pas arriver en un claquement de doigts et dire c'est comme ça pour ce territoire, c'est comme... Non. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus, les équipes se sont mobilisées, les élus de territoire se sont mobilisés pour avoir des projets de territoire avec une offre d'animation structurée qui correspond aux besoins. On avait parlé aussi d'une ligue professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça pour l'instant c'est à l'état, non pas c'est un projet qui est en train d'être conceptualisé. J'entends par là qu'aujourd'hui ça n'existe pas, la volonté c'est quand même d'avoir un produit comme le top 14 en rugby, comme la Ligue 1 en football, comme je ne sais plus comment ils appellent ça au hand, qui permet de financer le haut niveau. Aujourd'hui, le haut niveau, s'il n'y a pas les finances publiques, s'il n'y a pas l'Agence nationale du sport, s'il n'y a pas les licences, il n'y a pas de haut niveau. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de modèle économique en judo. Donc Stéphane Nomis, de par son expérience en tant que président de club, a imaginé un concept basé sur un concept équipe mixte, mixed team, filles, garçons, avec des rencontres par équipe récurrentes, façon championnat, plusieurs journées de championnat, avec un classement, on met des points à chaque journée, l'équipe gagne, l'équipe perd, et elle met des points, elle avance dans le classement, et peut-être au final, une des phases finales, un peu façon top 14. Aujourd'hui, on en est au concept, il y a eu des rencontres avec les clubs de haut niveau, une volonté pour certains au sein du comité exécutif d'avoir une logique de région, des régions fortes, peut-être représentées par des clubs de haut niveau sur ces régions, ou des clubs de région tout simplement, et une volonté d'autres d'avoir des franchises type un peu NBA, où là c'est pas forcément, c'est des clubs de haut niveau qui se regroupent entre eux, ou des clubs qui se créent autour de métropoles, ou autour de clubs de foot, comme à Lyon ça serait l'OL, à Bordeaux les Girondins, enfin voilà. Donc pour l'instant on est quand même... Il y a une confrontation de philosophie, même si sur le principe des équipes mixtes, sur le principe de la récurrence, sur le principe du nombre de journées, sur le principe d'avoir quelque chose de très visible, très attractif, parce qu'avec un décorum adapté, tout ça c'est plus ou moins avancé. Aujourd'hui, c'est avec qui on fait ça? Est-ce qu'on fait ça avec nos clubs de haut niveau? Est-ce qu'on fait ça avec nos régions? Est-ce qu'on fait ça avec les deux? Quel modèle économique? Comment on finance tout ça? Voilà, c'est des questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est une vaste équation avec encore beaucoup d'inconnus. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas comme Itinéraire des champions sur lequel on a appliqué la même méthode et on a conceptualisé, on a proposé, on a fait avancer. Et aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre. Là, la Ligue Pro, c'est un projet qui est un peu en stand-by parce qu'on a besoin d'aboutir un peu plus notre réflexion. Et puis aussi, surtout, parce que entre l'Itinéraire des champions, entre les Mythes Dojo. Les Mythes Dojo, il faut savoir que c'est le projet phare aujourd'hui du président, mais aussi de la fédération. La dernière fois qu'il y a eu 1000 équipements de mis en place en France, c'était dans les années 70, ça s'appelait les 1000 piscines. L'État a mis plus de 8 ans pour les mettre en place. Nous, on a l'ambition de mettre ça en place en 3 ans. Donc ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et il faut qu'on soit... c'est vraiment le projet de la fédération sur lequel on ne doit pas se louper. Le reste, c'est moins prioritaire. Quelle est votre philosophie? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce que vous pensez que cette génération de cadres dirigeants va laisser au judo français dans sa longue histoire? Voilà. Je pense qu'à l'instar de nos anciens, de prédécesseurs, qui ont voulu ancrer le judo et ses valeurs sur l'ensemble du territoire, en faire un sport phare, nous, c'est aussi notre ambition. Aujourd'hui, on arrive suite à une phase de déclin structurel et conjoncturel, et notre volonté, c'est de redonner une dynamique à l'échelle de cette première Olympiade, reposer des fondamentaux, adapter au contexte actuel, adapter à notre société. Notre société, elle a évolué. Aujourd'hui,
on vit plus le rapport au travail de la même façon, on vit plus la pratique sportive de la même façon. On doit garder nos traditions, notre philosophie, et en même temps innover pour rester en haut du podium, pour rester un sport majeur, un sport qui a des valeurs à transmettre. Et tout ça, il y a un travail de fond, ça ne se décrète pas, ça se construit, c'est un engagement permanent. Et donc j'espère que, suite au déclin qu'on vient de connaître, on sera la génération, l'équipe en place qui va relancer le judo dans une bonne dynamique, une dynamique où chaque année on va construire des dojos, chaque année on va avoir de nouveaux pratiquants, chaque année sur le plan sportif et des résultats, on aura des résultats, on finira une Olympiade à Paris avec des belles équipes de France et puis surtout voilà, bien ancrer le judo et ses valeurs parce que un des points communs de l'équipe en place, c'est qu'on a tous été construits par le judo. On est tous des passionnés et ça nous a tous servi à réussir dans nos vies quotidiennes. Le judo doit-il renoncer à quelque chose pour renaître? Est-ce qu'il peut rester lui-même tel que vous l'avez connu? Vous aviez l'air quand même de sous-entendre que le rapport au travail a changé, c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'on doit renoncer à quelque chose? Est-ce qu'on peut transmettre le judo, son patrimoine technique, cette culture de l'effort, exactement comme avant ou pas? On doit renoncer à rien. Nos valeurs sont les bonnes. L'ADN du judo aujourd'hui, les valeurs du judo sont d'autant plus importantes aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus individuelle, de plus en plus segmentée. Nous, on a des valeurs de fraternité, de solidarité. Le judo fait des gens, des citoyens, des bonnes personnes. Donc, on n'a rien, ça ne doit pas évoluer. Ça, c'est notre base, c'est notre ADN. Et au contraire, il faut la valoriser. Et ce qu'on doit faire, c'est surtout ça, la valoriser et l'adapter aux outils d'aujourd'hui. C'est rappeler quand c'est nécessaire l'utilité que peut avoir la pratique du judo et de ses valeurs dans la société au quotidien. Et c'est ça notre devoir aujourd'hui. C'est pas le fond, il est bon, il faut le garder, il faut le préserver. Le fonds de commerce, comme dirait le monde marchand, il n'y a rien à changer. Il faut qu'on préserve la tradition tout en faisant preuve d'innovation pour la valoriser.